Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance, la junior entreprise FBS Consulting du campus de Tours et le campus de Tours de FBS de recevoir un grand professeur, professeur au Collège de France. Bonsoir, Pierre-Rosan Bonsoir. Vallon. Alors dites-nous un petit peu, nous sommes une école de commerce, vous êtes un intellectuel, vous êtes passé d'abord par HEC. Oui. Alors pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui fait que d'une école de commerce, on passe du côté de l'enseignement, de la recherche? Je passe de l'enseignement, du côté de l'enseignement de la recherche, mais je suis aussi un peu entrepreneur intellectuel, hein. Donc, je ne suis pas simplement un universitaire en chambre, disons. Je suis un intellectuel qui essaie de penser le monde contemporain. Et être entrepreneur, c'est d'une certaine façon changer aussi le monde, mais j'ai pensé que produire des idées, rendre le monde plus intelligible, le rendre moins opaque, c'était aussi d'une certaine façon aider à le transformer et à le faire grandir. D'accord, alors d'où ce parcours, HEC, puis ensuite les lettres. Dites-nous un petit peu, donc vous êtes professeur au Collège de France, vous dirigez la chaire d'histoire moderne et contemporaine du fait politique. Vous avez aussi animé la Fondation Saint-Simon pendant une dizaine d'années, entre 82 et 99. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la démocratie française ? La démocratie française, elle a à la fois beaucoup changé parce que on voit apparaître de nouvelles institutions. Le Conseil constitutionnel a pris un rôle considérable. Beaucoup d'autorités administratives indépendantes régulent un certain nombre de secteurs en dehors, je dirais, de la démocratie des partis. Donc ça, c'est des changements positifs considérablement. En même temps, la démocratie est fragilisée. Elle est fragilisée parce que la société, en quelque sorte, s'est effritée, elle s'est individualisée. Mais elle ne s'est pas simplement individualisée, elle se recroqueville en petits groupes qui se replient sur eux-mêmes. Et puis, elle est fragilisée parce que si on a trouvé les règles d'une démocratie de l'élection, on n'a pas encore trouvé les règles de ce que j'appelle une démocratie d'exercice, c'est-à-dire une démocratie qui est celle du quotidien de l'exercice du pouvoir. Alors quand on parle justement de démocratie, l'expérience démocratique, pour vous est une problématique relativement forte. Et l'ensemble de vos travaux tente à démontrer justement que la démocratie n'est pas un fait en soi absolu, mais bien un fait problématique. C'est un fait problématique parce que la démocratie, c'est résoudre des questions. C'est résoudre des questions, comment organiser le monde commun, comment organiser le vivre ensemble, comment élire des représentants sans que ces représentants deviennent les maîtres, comment faire fonctionner des institutions sans que ces institutions se recroquevillent sur elles-mêmes et deviennent des corporatismes qui ne pensent plus à leur mission et prennent pour objectif de se perpétuer elles-mêmes. Donc la démocratie, c'est toujours être attentif à ces risques de dévoiement, à ces risques de régression. Et ce d'autant plus qu'on voit aujourd'hui en Europe, alors que nous pensions que la démocratie était solidement installée, qu'il y a aussi les vents mauvais de certaines formes de populisme qui font régresser la société dans des formes de xénophobie, dans des formes de repli sur elle-même, dans des formes de nationalisme agressif qui peuvent poser problème. Cela nous montre que le XXe siècle était le siècle des grandes pathologies, celui des totalitarismes, mais qu'aujourd'hui, nous refaisons l'expérience d'une fragilité des démocraties et de la nécessité d'être vigilant sur son histoire. Et alors justement, cette fragilité de la démocratie, est-ce qu'elle ne vient pas justement du fait qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la démocratie française et pour la majorité des démocraties dans le monde, c'est l'élection qui légitime la démocratie? Il y a quelque temps, au mois de janvier je crois, paraissait un ouvrage très intéressant qui s'appelait Contre les élections de Peter Van Kenbroek, que vous connaissez sûrement. Justement, il reprenait un ensemble une synthèse en quelque sorte de tous les travaux qui sont parus sur ces questions. Est-ce que le fait politique contemporain n'a pas justement comme problème l'élection? L'élection, elle organise ce qu'on peut appeler un pouvoir du dernier mot. C'est-à-dire que l'élection, elle met fin aux discussions, aux controverses. Il y a un moment où il faut dire, voilà, il faut choisir, il faut trancher, et l'élection, c'est un moment où l'on tranche, où on arbitre. Mais l'élection, ça n'est pas l'instrument de la gestion quotidienne de la démocratie. Et je crois que la conquête du suffrage universel était difficile, la conquête du suffrage par les femmes était difficile. Encore aujourd'hui, les débats sur les problèmes du vote des étrangers, hier aux élections municipales et demain aux élections nationales, sont encore des enjeux très, très lourds.
Mais la démocratie, justement, ça n'est pas simplement le système qui permet de donner un permis de gouverner à un certain nombre de personnes. La démocratie, c'est aussi le régime de l'organisation de la vie commune, de l'organisation des libertés. Et pour cela, effectivement, il faut d'autres mécanismes que ceux de l'élection et d'autres institutions que ce qu'on peut appeler les institutions majoritaires. Donc l'idée quelque part d'avoir, pourquoi pas, pour ce qui est du cas français, une chambre qui serait élue sur l'élection, une chambre qui fonctionnerait soit sur la modalité du tirage au sort, soit sur la modalité d'une démocratie peut-être plus citoyenne, serait quelque chose qui n'est pas complètement extravagant, selon vous? Ça peut être une chambre, mais ça peut être d'autres procédés. Je dirais par exemple la multiplication des jurys citoyens est certainement une bonne façon d'animer le débat public et de rationaliser le débat public. Moi, j'avais pensé aussi qu'on pouvait faire revivre la vieille notion d'académie qui veut dire que c'est un endroit où on réfléchit ouvertement sur l'avenir. C'était le commissariat au plan avait joué un moment ce rôle. Multiples peuvent être les institutions, mais il est certain que nous devons faire vivre beaucoup d'institutions à côté des élections, des institutions électives, pour faire vivre la démocratie, et parce que c'est aussi le moyen d'impliquer davantage de citoyens et de la faire vivre au quotidien et pas simplement le temps des campagnes électorales. Et donc ce rôle-là, quelque part, d'intellectualiser la politique, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui tenu par le Conseil économique et social et Le Conseil environnemental? économique et social, c'est un petit peu, je dirais, une formule de l'histoire. Hein. Le Conseil économique et social, dans ses premières formes, il était inventé après la Première Guerre mondiale. C'était tenir compte de la démocratie syndicale, disons. Et maintenant, je pense qu'il faut voir les choses encore de façon élargie. On peut dire que c'était une première façon de poser cette question, mais maintenant, il faut peut-être l'élargir autrement que simplement la représentation des professions, des syndicats et des associations. Vous parliez tout à l'heure d'intellectualiser la politique ou le fait politique. Au-delà de la recherche, l'intellectualisation en action, ce sont des initiatives. Oui. Vous, en tant qu'intellectuel engagé, quelle position, quel regard vous avez sur le fait politique, alors même que vous êtes partie prenante quelque part? Le regard que j'ai, c'est que la citoyenneté, c'est aussi d'enrichir en quelque sorte sa capacité d'appropriation du monde. Donc la citoyenneté, elle est liée aussi à la circulation des idées, elle est liée à la réflexion, elle est liée à la délibération. Et c'est pour ça que j'ai lancé des initiatives comme ce site La Vie des idées, qui propose des essais, des recensions d'articles français, étrangers, pour mieux faire comprendre le monde contemporain. La démocratie, c'est la capacité pour les citoyens de s'approprier le monde. Et s'approprier le monde, c'est aussi le connaître et pas simplement juger ses dirigeants. Alors justement, La Vie des idées, c'est une initiative vraiment très intéressante. Quel est le succès de ce site internet? Le site, en termes de visiteurs uniques, on a 250 000 visiteurs uniques par mois, donc c'est un site qui marche, qui marche bien. Et je vous incite, et tous les jeunes de votre école et des écoles associées, à regarder ce site. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui le regardent parce qu'il leur propose, je dirais, des articles consistants pour faire la synthèse d'un problème, pénétrer dans l'œuvre d'une personne ou repérer les livres majeurs qui introduisent des nouveaux paradigmes, comme on dit. D'accord, alors il nous reste vraiment quelques minutes. Pour faire court, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre dernière initiative. En partenariat avec l'édition du Seuil, vous avez fait paraître une collection qui s'appelle Le Parlement des Invisibles. Qu'est-ce qui a motivé cette collection? Est-ce que c'est l'idée que finalement la représentativité de nos concitoyens est finalement pas tout à fait complète dans le jeu démocratique? Oui, exactement. C'est le sentiment que beaucoup de citoyens ne se sentent pas représentés, mais être représenté, ce n'est pas simplement avoir un représentant. Être représenté, c'est faire que les problèmes que l'on vit soient mis en quelque sorte en lumière, que les problèmes que l'on vit deviennent des problèmes communs à la société. Il y a, pourrait-on dire, dans l'idée de représentation, il n'y a pas simplement celle de délégation, il y a celle de production de connaissances sur son expérience, ne pas rester invisible, exister aux yeux des autres. Et il y a une dimension que j'appelle narrative de la représentation. Et à côté de la représentation délégation, ce type de projet, Raconter la vie, essaie de faire vivre une représentation narrative, à la fois
par un ensemble de livres qui sont aussi bien écrits par des écrivains, de simples témoins ou des personnes de sciences sociales, et puis un site internet où il y a beaucoup de récits de vie qui sont publiés. Et donc raconter la vie quelque part, c'est un petit peu faire le pendant ou le contrepoint à cette tentative, ou en tout cas cette tendance qu'a la politique aujourd'hui, de toujours vouloir raconter une petite histoire. C'est le contraire du storytelling, voilà, disons. On passe, le storytelling, c'est le baratin, c'est la com, si on peut dire, alors que raconter la vie, c'est la vraie vie de ce que vivent les gens. Alors ma dernière question portera sur l'économie sociale et solidaire. Vous êtes très intéressé par ces questions. Est-ce que c'est l'idée que la démocratie est en train petit à petit vraiment véritablement de se créer dans les organisations, dans les structures, dans les entreprises, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ce concept ? Non, derrière ce concept, justement, il y a l'idée d'un pluralisme aussi des formes d'organisation et de production, qui a existé très longtemps par le fait qu'il y a des modalités de société qui sont elles-mêmes très différentes. Et pour certains projets, le projet coopératif est une forme parfaitement adaptée. Et donc, on peut dire que là où il y a beaucoup de travail, où c'est le travail qu'on met en commun, la coopérative est plus adaptée. Là où des industries intensément capitalistiques, évidemment, c'est d'autres formes. Mais la coopérative, on peut dire, est la forme normale d'organisation du travail, par exemple dans des sociétés de conseil, c'est très fréquent, ou dans des sociétés dans lesquelles il y ait une production qui soit liée véritablement à l'engagement de chacun et pas simplement à l'intensité capitalistique. Eh bien, merci beaucoup Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très vite à UBS Consulting Tours sur le campus de Tours. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir.